Donc, pour l'instant. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue, bonjour à tous. Je vais attendre patiemment que tout le monde arrive un petit peu, vu qu'il est que 12h15. Donc bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième webinaire de dissémination du projet Digilab, qui est un projet Interreg transfrontalier France-Wallonie-Flandre. Voilà, donc je vous présente Jean, qui est maître de conférence et aussi du laboratoire Cyrielle de l'Université de Lille. Et moi, je suis Justine et je suis de la fabrique des formations de l'Université de Lille. Et donc, je serai votre modératrice et animatrice sur ce webinaire. Donc, pour les personnes qui viennent seulement de nous rejoindre, je vais vous refaire une petite mise en contexte voilà, du projet. Donc, le projet qui est à la base de cette série de webinaires, donc il a pour objectif d'améliorer les dispositifs de formation en ligne donc par l'introduction de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes pédagogiques. Et donc, c'est un partenariat qui est composé de différentes institutions transfrontalières. Et donc, ce partenariat a mené un travail de recensement des formations en ligne existantes sur son périmètre d'action. Et donc, il en a étudié 9 représentatives. Et il y analyse ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et donc, elle a proposé ensuite des activités de remédiation qui ont été validées au travers de diverses évaluations. Donc, le projet Digilab est donc de lutter contre le décrochage important dans ce type de formation et d'amener du coup un plus grand nombre de personnes vers la formation en distanciel et à l'amélioration de leurs compétences. Donc, on est à la fin du projet et donc au travers de cette série de webinaires, la volonté de ces webinaires, c'est donc de vous expliquer ce processus sur certaines formations et de vous donner, on l'espère, des clés donc pour améliorer vos formations existantes ou pour en créer de nouvelles. Donc, concernant le volet pratique, vous avez accès à l'option Q&R, qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, si je peux, j'essaierai d'y répondre. Sinon, voilà, on en sélectionnera un maximum et on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation de Jean. Si vous avez toutefois des questions qui n'ont pas pu être répondues, vous pouvez aller sur le site du projet qui est donc digilab.eu. Et donc là, il y a un formulaire de contact et du coup, vous pouvez poser vos questions et elles vous seront répondues. Il y aura un guide qui reprend les résultats du projet qui sera téléchargeable dès janvier sur ce même site. Et tous les webinaires sont bien sûr enregistrés et vous seront envoyés. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean Heut, donc qui est maître de conférence à l'Université de Lille et qui va vous parler de la persistance à vouloir comprendre. Alors, merci Justine pour cette introduction. Alors, juste une première rectification, je suis professeur des universités, mais ça, c'est pas très grave, c'est pas le pire. Alors, donc, aujourd'hui, le plan que j'ai prévu, alors mon diaporama, il ne veut pas y aller. Si, voilà. Donc, le plan de la présentation, donc après une courte introduction, je vais présenter donc, le cadre théorique concernant l'expérience autotélique, le flow, notamment peut-être ce qui est davantage connu, à savoir que le flow est une motivation optimale en contexte de formation tout au long de la vie. Mais je vais aussi attirer l'attention sur ce qu'on appelle le côté obscur, dark side of flow, et notamment le risque qui est qu'il est facile de croire qu'on a compris, alors que ce n'est pas le cas, et c'est ce qu'on appelle un pic de stupidité. Donc, dans un premier temps, l'expérience autotélique, la persistance à vouloir comprendre.
Donc, je me situe dans le champ de la recherche fondamentale concernant l'expérience subjective positive, qu'on appelle aussi la psychologie positive, donc qui a été lancée par Martin Seligman et Mihaly Csikszentmihalyi dans les années 2000. Il s'agit donc d'une science de l'expérience positive subjective, des caractéristiques individuelles positives et des organisations positives qui souhaitent contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie, à prévenir les pathologies qui surviennent quand la vie est stérile et vide de sens. Alors, Une Jean, je me définition qui est un peu permets plus connue, de oui. t'interrompre par rapport à ton diaporama. Est-ce que tu peux le mettre en grand écran, s'il te plaît? Ah, je ne suis pas en grand écran, qu'est-ce que j'ai Non. fait? Alors, ah oui, oui, je me suis trompé de desktop. Alors, est-ce que là, ça marche mieux? Alors là, on voit ton fond d'écran et pas ton diapo. Et là? Et là, c'est parfait. Je te laisse. Alors, il faut que je revienne dessus. Donc, je reprends. Donc, Jean-Eudes, professeur des universités, Université de Lille. Donc, le plan, introduction, quelques apports théoriques et quelques résultats sur l'expérience autotélique, le flow. Dans une première partie, plutôt mettre en évidence donc qu'il s'agit d'une motivation optimale en contexte de formation tout au long de la vie. Et dans une deuxième partie, troisième partie, je dirais, attirer l'attention sur ce qu'on appelle le côté obscur, dark side of flow, notamment en contexte éducatif. Et on terminera sur le fait qu'effectivement, il est facile de croire qu'on a compris ce qui s'appelle autrement le pic de stupidité. Donc, première partie, le cadre théorique, rapidement, sur l'expérience autotélique et la persistance à vouloir comprendre. Donc, je me situe dans le champ de la recherche fondamentale concernant l'expérience subjective positive, qu'on appelle aussi la psychologie positive, qui a été fondée par Martin Seligman et Mihaly Csikszentmihalyi dans les années 2000. Une définition qui est peut-être plus connue, celle de Gable et Haidt, traduite en 2011, à savoir que la psychologie positive, c'est l'étude scientifique des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Alors, bien entendu, dans le champ de l'éducation, on a donc qu'on est convenu d'appeler l'éducation positive, qui s'inspire directement donc notamment de la définition de Haidt et Gable concernant la psychologie positive, à savoir que là, il s'agit d'un axe spécifiquement dédié à la recherche dans le champ de l'éducation et de la formation, l'étude scientifique des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal. Donc, pour ce qui concerne les individus, là, on va s'intéresser plus particulièrement aux apprenants, au personnel de l'éducation et de la formation et autres parties prenantes de l'éducation et de la formation tout au long et tout au large de la vie. Pour ce qui concerne les groupes, on va considérer là qu'il s'agit des communautés réelles comme virtuelles dans lesquelles les personnes apprennent ou travaillent. Parfois, j'ajoute ou jouent, ça peut arriver, notamment dans le cas de communautés de gamers. Et puis, quand on s'intéresse aux organisations, là pour le coup, ça va donc être les systèmes, organismes ou environnements d'éducation, de formation ou de travail. Alors, une figure emblématique, c'est donc Mihaly Csikszentmihalyi, qui est le père fondateur en fait, de la recherche empirique sur les déterminants psychologiques de l'expérience subjective. Il a commencé ses travaux dans les années 70. Il a été remis au goût du jour, notamment par Martin Seligman, quand il est devenu président de l'Association des psychologues nord-américains en 1999. Et c'est à ce moment-là où, avec Mihaly Csikszentmihalyi et Martin Seligman, ils ont lancé donc, le mouvement de la psychologie positive. Et donc, Martin Seligman a toujours plus ou moins annoncé que c'était Csikszentmihalyi qui était le leader mondial de la recherche en psychologie positive, considérant qu'il en était l'inspirateur du mouvement et que lui, il en était plutôt le porte-parole. Et là, cette année, donc, dans un classement établi par TBS Staff, il apparaît, Mihaly Csikszentmihalyi, pardon, apparaît parmi les 50 psychologues actuellement vivants les plus influents du monde. Donc, l'état de flow, là, je vous affiche, je ne vais pas forcément la lire, mais il s'agit de la définition qui a été, que nous avons établie avec mes collègues du réseau des chercheurs européens sur le flow, European Flow Research Network.
en 2014 et que je vous ai traduit en français concernant le flow. Et pour revenir plus en détail, on va considérer donc l'état de flow. En état de flow, pardon, les individus sont tellement intensément impliqués dans une activité que rien ne semble autrement importer que l'expérience elle-même. Elle est si agréable que les gens vont vouloir à tout prix poursuivre l'activité sans même ressentir les difficultés liées à l'effort qu'il faut faire. Et donc, en fait, c'est vraiment le résultat qui est lié à l'activité et non pas forcément la réussite de l'activité qui va entraîner cette euphorie ou cet état de bien-être. Et l'expérience de flow, en fait, on va parler d'une expérience autotélique, hein, auto-télos, le but, c'est-à-dire qu'elle se récompense elle-même de par l'activité en elle-même. Et donc, c'est l'autotélisme, c'est le bien-être procuré par une activité en elle-même. Alors, quand on cherche à le décliner au niveau de l'éducation, alors d'abord, j'affiche donc ce cadran, hein, qui est souvent une présentation assez classique de l'état de flow et qui permet de comprendre la notion d'expérience optimale. En fait, l'expérience optimale, donc vous avez sur le côté les exigences de la tâche et vous avez de l'autre côté les compétences. Et donc, sur ce cadran, vous pouvez voir que, en fait, si, par exemple, j'ai peu de compétences, pardon, et que la tâche est trop compliquée, je vais passer de l'apathie à l'inquiétude à l'angoisse. Et si, par contre, j'ai beaucoup de compétences et que la tâche n'est pas suffisamment compliquée, je vais passer de l'apathie à l'ennui à la détente. Ensuite, vous avez, si je reviens sur le contrôle, donc c'est le fait que là, il n'y a pas de difficulté particulière, je contrôle l'activité. Et par contre, le terme excitation qu'on retrouve tout en haut, en fait, il faut voir que c'est plutôt l'excitation dans le sens incapacité à s'organiser. Hein, quand la tâche est trop compliquée et que, par contre, les compétences ne sont pas suffisantes. Dans le Nord, on dirait être en foufelle, où il y a tout qui bouille, il n'y a rien qui cuit, ça revient à peu près à ça. Donc, par contre, quand on se retrouve ici dans le cône, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une correspondance adéquate, hein, l'équilibre optimal entre les exigences de la tâche et les compétences, alors on va entrer dans l'état de flow. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on va avoir aussi une réaction physiologique qui va être liée notamment au bien-être procuré pour ce qui concerne l'éducation, le bien-être procuré par le plaisir de comprendre. Et du coup, ce bien-être procuré par le plaisir de comprendre va enclencher une persistance à vouloir comprendre. Et c'est notamment ce qui fait que parfois, on va se spécialiser dans un champ particulier de connaissances parce qu'on a eu tellement de plaisir à comprendre qu'on a envie de poursuivre à nouveau cette expérience. Et on voit bien que si on n'a pas une augmentation des exigences de la tâche, hein, où on va tomber finalement dans le contrôle, dans la détente, dans l'ennui. Et du coup, à chaque fois, on va avoir envie d'avoir quelque chose de plus compliqué ou de plus complexe pour essayer de progresser. Et c'est ce qui fait qu'on va effectivement avoir des compétences qui vont s'améliorer. Alors, l'expérience autotélique, c'est donc le bien-être procuré par l'activité en elle-même, hein, une expérience d'une totale absorption dans le moment présent. Si vous regardez le personnage qui grimpe, il est clair qu'à ce moment-là, il n'est pas en train de penser à autre chose que ce qu'il est en train de faire. Hein. Les tâches quotidiennes, par exemple, savoir s'il reste à manger dans le réfrigérateur ou si son partenaire vient de le quitter ou autre, ce n'est pas à ce moment-là qu'il doit se mettre à y penser, puisque lui, il est principalement complètement accaparé par la tâche. Une autre image qui est souvent assez révélatrice, c'est l'enfant qui lit, qui lui est complètement absorbé par l'activité. Et qui, on va dire même la bulle se fait autour de lui, tellement il est concentré et absorbé par sa lecture. Alors, les étapes du flow ont souvent été décrites, notamment en contexte sportif. Alors, je ne vais pas détailler ici, je vous renvoie aux ouvrages de référence pour celles et ceux qui seraient intéressés. La seule chose que je peux vous indiquer, c'est qu'en situation d'apprentissage, avec mes collègues, nous avons pu mettre en évidence qu'en fait, ces étapes sont nettement moins claires, notamment pour ce qui concerne les conditions. Hein. Alors, ça peut se comprendre, hein, puisque ces 9 étapes ont été, par exemple, décrites dans le contexte sportif,
Et on sait que pour les sportifs, il y a un entraînement notamment mental pour revenir sur l'activité une fois qu'elle est réalisée, et ce qui leur permet effectivement de détacher davantage les conditions de la réussite, alors que sur l'apprentissage, l'absorption cognitive notamment fait que on a moins de souvenirs a posteriori de comment ça s'est déroulé. Par contre, les effets, eux, sont systématiquement ressentis. En tout cas, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence dans nos enquêtes, à savoir l'absence de préoccupation à propos du soi, le fait que quand on a vraiment envie de comprendre, on n'a pas peur de poser la question, que ce soit à un enseignant ou que ce soit un collègue ou un camarade, parce que finalement, ce qui importe plus, c'est de comprendre plutôt que de vouloir protéger son ego. Ensuite, quand on est effectivement dans la tâche, à ce moment-là, il y a une altération de la perception du temps, qui fait que, par exemple, ici, mon diaporama va peut-être faire un peu plus que ce qui était prévu, parce que je suis moi-même peut-être en état de flow et que je ne fais pas forcément attention à contrôler le temps. Et enfin, il y a cette notion d'expérience autotélique, de bien-être procuré par l'activité en elle-même, qui est quelque chose qui ressort presque systématiquement, qu'on peut croiser avec le fameux Eureka d'Archimède. Par exemple, j'ai trouvé, ça y est, j'ai compris, qui fait qu'on a un frisson dans le dos, et notamment quand on se remémore dans quel contexte on a pu comprendre, quelquefois cette émotion peut même revenir, parce que je vous rappelle, c'est quelque chose qui est aussi bien psychologique que physiologique. Donc, dans ce contexte-là, il y a un élément qui est très important, c'est le principe de l'absorption cognitive, qui au départ a été proposé par deux chercheuses nord-américaines, Agarwal et Karahana, qui, elles, considéraient que c'était lié à comment dire, elles travaillaient dans les sciences de gestion, et donc elles considéraient qu'en fait, c'était le fait que les individus restent très longtemps sur un écran d'ordinateur qui faisait qu'il y avait cet état de profond engagement avec les logiciels. Alors, en discutant avec ses collègues, j'ai proposé donc d'élargir cette définition en considérant que finalement, ce n'était pas l'attraction par rapport à l'écran ou au logiciel, mais c'est le fait qu'on était concentré sur la volonté de comprendre, et donc comprendre avec ou sans l'usage des technologies numériques, que ce soit l'enfant qui compte sur ses doigts, effectivement un étudiant qui est en train d'apprendre, mais on reprend aussi l'image de l'enfant qui lit, notamment dans les bras d'un de ses parents. Alors, donc, l'absorption cognitive, c'est bien cet état de profond engagement focalisé sur la volonté de comprendre, donc avec ou sans l'usage des technologies numériques. Et donc, c'est un épisode de concentration totale sur la volonté de comprendre, au fait que plus rien d'autre n'a d'importance que de comprendre. Et donc, une des premières conséquences, c'est qu'en fait, il n'y a pratiquement plus rien qui va altérer la concentration, mais c'est aussi ce qui va expliquer qu'à un moment donné, on va avoir une altération de la perception du temps, et aussi un sentiment de contrôle. C'est un élément qui est important. Donc, pour vérifier la structure du modèle que je vous évoque, sur lequel je reviendrai peut-être plus en détail après, en fait, on a eu l'occasion de mener une étude pour comparer la structure du flow pour des collégiens et la structure du flow pour des étudiants adultes plutôt en e-formation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'en fait, on avait la même structure, à savoir la première dimension qui est le contrôle, le flow D1 des deux côtés, qui a une incidence sur la deuxième dimension, qui est donc l'immersion et l'altération de la perception du temps, qui a aussi une influence, un effet très fort sur la dimension 3, qui est l'absence de préoccupation à propos du soin. Et ce contrôle a aussi un effet sur la dimension 4, qui, elle, est l'expérience autotélique, c'est-à-dire le bien-être procuré par la tâche en elle-même. J'attire, même si vous n'êtes peut-être pas spécialiste des statistiques, j'attire l'attention sur le fait que la force qui est des liens qui est indiquée à côté des flèches est relativement équivalente, que l'on soit pour des collégiens dans la vie réelle ou que l'on soit en e-formation, ce qui montre finalement que le modèle sur lequel nous avons travaillé avec mes collègues est relativement robuste. Alors, on retrouve ici ce que je viens d'évoquer, à savoir la condition qui est la première dimension du flow, le contrôle cognitif. Et ensuite, vous avez trois effets, donc qui est la dimension 2, perception de l'altéré du temps et l'immersion, la dimension 3, l'absence de préoccupation à propos du soin, et la dimension 4,
expérience autotélique, le bien-être procuré par l'activité en elle-même. Donc, ce qui nous permet de l'afficher de cette façon-là, en montrant bien que c'est le contrôle, qui est la première dimension, qui en fait réamalgame toutes les dimensions que pourrait pu ressentir, par exemple, un sportif de haut niveau. Là, si on le ramène à l'éducation, on n'a plus qu'une seule dimension. Par contre, on garde bien les 3 effets. Alors, un autre élément donc, que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'absorption cognitive. En fait, on considère que l'absorption cognitive, c'est la réunion du contrôle cognitif, de l'immersion et de l'altération de la perception du temps et de l'absence de préoccupation à propos du soi. À l'issue de ces travaux, nous avons pu construire donc, une échelle de flow spécifiquement dédiée à l'éducation, donc il n'en existait pas. Et vous retrouvez ici l'absorption cognitive qui correspond bien à la réunion des 3 premières dimensions. Donc cet état de profond engagement focalisé sur la volonté de comprendre. Alors, ce que je veux... Alors, vous allez vous dire pourquoi il a fait tout ça, ce garçon. Donc, c'était simplement parce que la grande difficulté, dans un premier temps, c'était de pouvoir mesurer le flow. Et donc, il fallait pouvoir établir ou construire un outil spécifique pour pouvoir le faire. Et ensuite, nous l'avons appliqué avec d'autres collègues, notamment sur des cohortes d'élèves. Et l'élément qu'on a donc pu mener, l'étude qu'on a pu mener, concernait donc des élèves d'école primaire, des élèves de collège, et on a pu observer qu'au cours du collège, il y avait une chute catastrophique, en fait, du flow, mais aussi de pratiquement plein d'autres indicateurs de la motivation, sur lesquels je ne viens pas ici parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, avec une légère remontée au lycée. Et j'en viens maintenant, après avoir fait cette partie un peu théorique, sur les résultats que nous avons pu mettre en évidence dans le cadre donc, du projet Interreg Digilab. Et donc, ça s'est déroulé sur un de nos terrains de recherche, qui était donc le MOOC Gestion de projet de l'École centrale de Lille. Et le premier élément qu'on a pu mettre en évidence, c'est que pour des étudiants qui sont inscrits, c'est pour ça que je parle d'étudiants-élèves, on a d'abord mesuré sur des étudiants qui étaient inscrits par leurs enseignants à l'université et qui devaient faire le MOOC. Et le MOOC, les résultats du MOOC, en fait, allaient entrer dans l'évaluation pour l'obtention de diplômes. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est que, en fait, même à l'université, le niveau de flow des étudiants restait inférieur à celui d'un élève qui rentre en 6e. Donc ça, c'était déjà une énorme surprise. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait sur les candidats libres, c'est-à-dire des individus qui s'inscrivent par eux-mêmes. Alors vous voyez, en gros, qu'on est en train de comparer d'un côté 2925 personnes qui étaient des étudiants inscrits dans le système éducatif académique, avec 2291 auditeurs libres. Et donc, ce qu'on a pu remarquer de façon assez amusante, c'est qu'il y a une progression relativement linéaire, en fait, du flow et de l'apprentissage tout au long de la vie, mais uniquement quand on est dans un contexte qui n'est pas le contexte académique. Alors, vous voyez, avec même la possibilité, ce qui peut paraître assez amusant, de voir que, en gros, vers une trentaine d'années, certains auditeurs libres arrivent à retrouver un niveau de flow, finalement, qui correspond à celui d'un élève qui est à l'école primaire. Un peu comme si, avec l'âge et le fait de ne pas avoir d'obligation, finalement, de réussite académique, les personnes pouvaient retrouver le plaisir d'apprendre et de comprendre. Donc ça, c'était un des éléments qui était plutôt intéressant, puisque sur le coup, c'était quand même un des objectifs aussi au sein de Digilab, c'était de travailler sur l'idée de la formation tout au long de la vie. Alors là, je vais aborder aussi un autre intérêt de travailler autour du flow, c'est son liaison avec d'autres théories de la motivation. Donc, par exemple, ici, la théorie de l'intégration organismique, c'est dans la théorie de l'autodétermination, où sans rentrer dans le détail, je vous rappelle juste qu'on a d'un côté ce qu'on appelle la motivation contrôlée et de l'autre côté la motivation autonome. C'est-à-dire que autonome, c'est notamment le fait d'être centré sur les objectifs, ce qu'on appelle la régulation identifiée, ou d'être en congruence avec le comportement social ou un contexte défini par le comportement social, donc la régulation intégrée. Et puis ce qu'on appelle une motivation plus égocentrée, c'est-à-dire qui n'a aucune influence liée au contexte social.
Alors, juste pour dire, en fait, la motivation allocentrée, c'est quand les personnes ont compris la valeur du comportement, et notamment en contexte éducatif, on sait que c'est de loin ce qui permet l'apprentissage le plus profond, puisque ça veut dire que l'étudiant ou l'élève ou l'apprenant va en fait intégrer que certaines difficultés de l'apprentissage sont des difficultés qui sont liées à la nécessité de comprendre en profondeur un certain nombre de choses. Et par rapport à ceux qui ont une motivation égocentrée, qui n'apprennent que par intérêt, et donc qui risquent effectivement de quitter, notamment éventuellement de quitter un MOOC ou de quitter un cours, parce que finalement ils disent j'ai pas d'intérêt à ce cours, l'apprentissage va être moins profond. Et par contre, ceux qui sont sur une motivation centrée sur les objectifs, c'est-à-dire juste avoir une bonne note, forcément l'apprentissage sera beaucoup plus superficiel. Alors là, ça paraît un peu abscon peut-être, mais j'ai croisé en fait les résultats avec EduFlow au-dessus, et vous avez en fait tous les types de motivation liés à la régulation qui étaient précédentes. Régulation externe, introjectée, identifiée, intégrée et intrinsèque. Et en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que on observe qu'on a un continuum qui s'affiche concernant pratiquement toute la progression sur l'ensemble des indicateurs, depuis amotivation, donc c'est l'absence de motivation, qui du coup a une corrélation négative, jusqu'à une motivation intrinsèque à la connaissance, MIC, qui ne fait que progresser. Alors pratiquement sur tous les indicateurs, sauf sur le flow des cadres. Donc, ce flow des cadres, c'est le bien-être procuré par la tâche, où en fait, c'est la motivation intégrée de la régulation extrinsèque qui, elle, est la plus liée au bien-être procuré par l'apprentissage. Donc, si je reviens en fait sur le résultat précédent, vous voyez qu'on a pu mettre en évidence, et ça, c'était assez intéressant et un peu nouveau d'ailleurs, qu'il y avait vraiment une motivation optimale en contexte d'apprentissage qui était directement corrélé avec le plaisir ou le bien-être procuré par l'apprentissage. On s'est intéressé aussi à la théorie des buts de compétences. Alors, avec deux types de buts, je le fais assez rapidement, donc les buts de maîtrise ou d'apprentissage, centrés sur la tâche, avec des buts de performance où l'objectif, c'est plutôt de réussir, de montrer qu'on va être meilleur que les autres. Les buts de maîtrise, c'est plus on apprend, plus on se sent compétent. Les buts de performance, pour résumer, c'est plutôt essayer d'être meilleur que les autres. Du coup, nous avons utilisé un outil de mesure qui est l'échelle d'Elliott-McGregor, traduite en français par Danon et Boutera, qui nous affiche donc les items liés à la performance, et ensuite par rapport à la maîtrise, en sachant que ce qui nous intéressait le plus, c'était les buts de maîtrise approche, c'est-à-dire dans quelle mesure je suis en train d'essayer d'apprendre le plus possible et le plus en profondeur. Donc avec les items, c'est important pour moi de comprendre le contenu de ce cours de façon aussi approfondie que possible. Je désire maîtriser complètement le contenu de ce cours. Je veux apprendre autant que possible de ce cours. Et donc, quand on a croisé, encore une fois, avec l'échelle EduFlow et l'échelle des buts de maîtrise, en fait, on a pu mettre en évidence. Alors, oui, je suis peut-être allé un petit peu vite. En fait, vous voyez, Q1, c'est en fait ce qui se passe avant le début du MOOC, et Q2, c'est ce qui se passe à mi-parcours. Et donc, on a pu mettre en évidence que, effectivement, ceux qui avaient des buts de maîtrise approche, qui étaient vraiment très liés au flow et à l'absorption cognitive notamment, mais aussi flow D4 qui est le bien-être procuré par la tâche en elle-même. Et on s'est aperçu qu'au cours du MOOC, en fait, tous ces indicateurs n'ont fait que progresser. Donc c'est ce qui nous conforte dans l'idée que la mesure du flow en contexte éducatif, c'est quelque chose qui permet d'avoir un bon indicateur de la motivation. Alors, on a fait la même chose sur l'apprentissage autorégulé. Donc là, je ne détaille pas tous les résultats, mais je veux juste attirer l'attention sur le premier qui est ce qui est lié au contexte d'apprentissage. Et vous voyez ici que tous les indicateurs sont assez forts, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des corrélations très fortes entre le flow et toutes les dimensions du flow, pardon, et le contrôle du contexte d'apprentissage. Et un autre aspect qui était assez intéressant, c'est que là, on a une corrélation négative
avec la procrastination. Donc, ça veut dire que le fait de ne pas se mettre au travail. Hein. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour montrer, en fait, tout l'intérêt d'avoir pu greffer dans le MOOC GDP, puisqu'en fait, c'était ça l'objectif de l'amélioration, c'était d'améliorer les dispositifs d'enquête pour pouvoir avoir un meilleur feedback sur les perceptions des apprenants. Et donc là, on a vraiment pu mettre en évidence des effets, je dirais, pratiquement positifs et surtout qui étaient liés à énormément de théories de la motivation. Alors, je vais aborder maintenant l'autre face, le côté obscur du flow. Tout d'abord, donc, pour rappeler qu'au niveau de la recherche scientifique, c'est pas parce qu'on parle de psychologie positive qu'on s'intéresse que en fait, au positif, entre guillemets, et que la recherche scientifique accorde autant d'importance à l'étude des aspects positifs que négatifs, notamment quand on s'intéresse à l'expérience subjective positive. Alors, c'est un travail qui, concernant le flow, a déjà été réalisé depuis fort longtemps, notamment pour souligner que le flow en lui-même, il n'est pas positif ou négatif, il est juste amoral. C'est-à-dire que quand les personnes sont en état de flow, elles ressentent toujours quelque chose de positif, mais ça ne veut pas dire pour autant que les actions ou les activités qu'elles vont réaliser ne sont pas forcément avec des conséquences ou des effets qui peuvent être négatifs pour la personne, voire pour son entourage. Et donc, comme le disait Csikszentmihalyi et Russell en 1993, comme toute source d'énergie, du feu à la fission nucléaire, le flow peut tout aussi bien servir des finalités positives que destructives. Donc ça, je l'ai déjà dit. Oui, alors si, c'est important quand on dit dark side of flow, en fait, c'est un raccourci, parce que pour la personne qui est en état de flow, c'est toujours une expérience positive, quel que soit le résultat de cet état de flow. Alors, ça a été étudié sur des comportements asociaux, notamment des gangs de motards japonais. Ça a été étudié aussi sur tout ce qui concerne l'amoralité et le non-respect des valeurs humaines, notamment en temps de guerre. Le flow a aussi été étudié plus particulièrement sur les comportements, on va dire, éventuellement addictifs ou dangereux. D'ailleurs, Dark Side of Flow, c'est une expression qui a été proposée pour la première fois par Paddington, Pennington et Oliver en 2009 à propos des Big Wave Surfers. On a aussi d'autres exemples concernant la perte de perception du risque, notamment en montagne, par exemple, mais aussi concernant les comportements excessifs dans l'usage des jeux vidéo, par exemple. Donc, moi, je me suis plus particulièrement intéressé donc, à cette exploration sur le contexte d'apprentissage. Et donc, je reviens sur la belle courbe que je vous ai montrée juste précédemment, à savoir que, réjouissons-nous, les auditeurs libres sont finalement les seuls à pouvoir dépasser le niveau de flow en contexte éducatif d'un élève de CM2. Et en fait, ensuite, on a essayé de regarder les résultats dans le MOOC aux examens. Puisqu'il y avait notamment un examen final non surveillé qui est gratuit et donc auquel participent énormément de personnes. Donc là, vous voyez, en fonction de l'âge, les réussites pour les étudiants. On voit que globalement, ceux qui réussissent le mieux parmi les étudiants, c'est soit les très jeunes, vous voyez, 17, 23, 10, donc on est généralement sur des niveaux presque master. Donc vous imaginez les étudiants qui ont entre 17 et 21 ans et qui font ce master, c'est, on va dire, certainement les plus précoces. Et on a à nouveau un pic qui apparaît. Là, on voit bien que c'est ceux qui sont en reprise d'études, qui sont sur un très haut niveau de réussite, puisque globalement, ils sont pratiquement au maximum, comme les élèves surdoués de début dans cette figure. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est ça. C'est qu'en fait, on voit que pour les auditeurs libres, en fait, globalement, ils étaient en état de flow. Et en fait, quand on fait l'examen, ils n'ont pas compris. Et donc, c'est là où, effectivement, ça nous interpelle. Et en fait, pardon, j'ai oublié d'afficher la statistique pour ceux qui connaissent un peu, qu'il y a effectivement des résultats qui sont meilleurs pour les étudiants par rapport aux candidats livres, qui a une influence de l'âge.
et un effet d'interaction entre le statut et l'âge. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est facile de croire qu'on a compris, surtout si on ignore son ignorance. Et c'est en fait ce qu'on appelle le pic de stupidité. C'est-à-dire que moins les personnes ont une expertise dans un domaine, plus elles pensent très rapidement qu'elles ont compris. Alors qu'un expert, lui, va toujours avoir tendance à dire crois-moi, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, les étudiants qui, eux, sont inscrits dans le MOOC, ben, en fait, eux, ils n'ignorent pas leur ignorance. Et c'est là où, parce qu'ils ont des cours à côté, parce qu'ils échangent avec leurs enseignants en dehors du MOOC, parce qu'ils étudient avec les autres étudiants qui sont dans leur promo, en fait, eux, ils vivent cette courbe de descente qui est finalement une courbe que vivent pratiquement tous les étudiants quand ils reprennent leurs études ou même en formation initiale, à savoir que, en fait, il n'y a que le jour où on s'inscrit et qu'on n'a jamais été en cours qu'on pense que ça va être facile. Et au fur et à mesure, les conceptions naïves sont plus ou moins battues en brèche, ce qui fait que progressivement, c'est effectivement quelque chose qui peut devenir plus ou moins inquiétant. Alors, vous voyez, cette courbe donc, de Dunning-Kruger, elle est très importante parce qu'en fait, elle montre aussi que quand l'étudiant deviendra expert, quand on va lui poser une question, comme il va dire « crois-moi, c'est plus compliqué », ben en fait, ceux qui n'y connaissent rien, ils vont lui dire « ouais, toi, tu nous embrouilles. Moi, je préfère écouter quelqu'un qui est sûr de lui. » Et celui qui est sûr de lui et qui n'a pas d'expertise, parce que quand on n'a pas d'expertise, c'est beaucoup plus facile d'affirmer les choses. Alors, quelquefois, ce n'est pas par bêtise, c'est réellement par ignorance de son ignorance. Alors, les premiers effets, bien sûr, que l'on peut voir, ça vous connaissez très bien, hein, c'est effectivement qu'il y a un lien entre l'expérience optimale d'apprentissage et la contamination virale. C'est-à-dire que sans contradicteurs tels que peuvent l'être, par exemple, des enseignants quand les étudiants sont en cours, les personnes peuvent effectivement penser qu'elles ont compris, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, elles ont probablement une capacité à persuader les autres et à affirmer des choses qui font que ceux qui sont à peu près aussi ignorants qu'eux vont aussi les croire plus facilement qu'ils ne vont croire des experts, puisque si je reprends le pic de stupidité, l'expert, il va toujours dire « crois-moi, c'est plus compliqué ». Alors, du coup, effectivement, et on vit en ce moment, alors que ce soit avec le virus, mais aussi avec les derniers événements qui sont arrivés suite à des manifestations de réseaux sociaux, qu'effectivement, le pouvoir de croire qu'on a compris, c'est quelque chose qui marche aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Alors, donc, là, juste pour dire, j'ai affiché la propagation du hashtag Je suis Charlie, puisqu'en fait, c'est actuellement le hashtag qui s'est propagé le plus vite à travers le monde en 24 heures, et qui a eu comme effet, notamment, de faire que plusieurs millions de personnes se sont retrouvées presque simultanément dans la rue, un peu partout dans le monde. Donc, pour montrer finalement la force de la propagation virale d'un mème, en fait, hein, de quelque chose qui peut devenir une connaissance. Pour conclure, alors bien sûr j'étais un peu plus long que prévu, hein, mais je dirais que si apprendre est vraiment une partie de plaisir, comprendre, faire comprendre, être compris, se faire comprendre peut être totalement jubilatoire. Et donc, le plaisir de s'apercevoir que l'on comprend, que l'on a compris, que l'on est compris, c'est quelque chose qui va en fait pousser à vouloir renouveler cette expérience. Mais en fait, il faut toujours garder en tête qu'on comprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Donc là, j'ai un petit peu tordu la fameuse phrase de Philippe Carré, pour une raison simple, c'est que donc la phrase de Philippe Carré, c'est « on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres ». En fait, le besoin, c'est comprendre, apprendre, c'est le moyen, et c'est surtout le fait de vouloir comprendre qui fait qu'on va persister tout au long de la vie à vouloir progresser, même si, malheureusement, quelquefois, c'est progresser dans l'ignorance ou renforcer des croyances qui ne sont pas des connaissances. Voilà, alors, pour en savoir plus, bien sûr, je vous recommande cet ouvrage. La liste des références, je n'ai pas eu le temps de la faire, mais on l'ajoutera sur le site web du projet pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Et puis,
bien entendu, je remercie le programme Interreg qui a soutenu donc cette recherche et qui nous a permis de faire ces différentes avancées. Et donc maintenant, je suis prêt à répondre aux éventuelles questions. Merci Jean. Du coup, effectivement, on a des questions. Est-ce que vous avez étudié l'addiction au MOOC? Comment vous expliquez ça? Alors, je vais essayer d'arrêter mes écrans parce que là, c'est une catastrophe. Je ne vois rien du tout. Alors l'addiction au MOOC, en fait, alors, on n'a pas fait à proprement parler, parce qu'en fait, la notion d'addiction est un sujet qui, même sur un plan strictement scientifique, est très controversé. Je veux dire, par exemple, même l'addiction aux jeux vidéo, c'est quelque chose en fait, qui permet surtout d'enrichir les cliniques qui ont prévu de soigner des étudiants, des adolescents qui, naturellement, au moment où ils vont rentrer dans l'âge adulte, n'auront plus des comportements aussi excessifs que ce qu'on annonce. Non, ce qu'on a remarqué, alors, c'est certainement un des biais d'ailleurs de cette étude, c'est qu'en fait, la consommation d'un MOOC est absolument pas la même que la consommation d'une formation classique, à savoir qu'on est pratiquement sûr que de nombreux comment dire, auditeurs libres dans un MOOC reviennent régulièrement pour repiocher, repicorer. Ce qui est sûr, c'est que donc c'est là où il faut relativiser hein, un certain nombre d'éléments que j'ai pu énoncer, c'est que cette comparaison a aussi ses limites à ce niveau-là. Alors, l'addiction à un MOOC, moi j'ai du mal donc à la concevoir comme telle, comme une addiction. Par contre, le besoin de comprendre, c'est quelque chose qui est viscéral chez beaucoup d'individus. Donc, à certains moments, il peut s'exprimer effectivement par une reprise d'études, mais il peut aussi s'exprimer par la nécessité de rejoindre des groupes sociaux qui vont m'aider à comprendre ou qui vont me donner des réponses, qui à un moment donné vont me rassurer. Que ces réponses soient vraies ou fausses, on en est presque à chaque fois au même niveau. Enfin, je reviens toujours sur cette idée qui est très importante, c'est que le flow a longtemps été présenté comme quelque chose qui était que positif. En fait, c'est juste le bien-être procuré par la tâche, mais les conséquences de l'action peuvent être aussi catastrophiques. Je veux dire, vous pouvez vous passionner sur comment fabriquer une bombe artisanale et vous allez apprendre énormément en chimie pour savoir comment ça peut se fabriquer. Et certainement, vous serez aussi un expert à un moment donné pour fabriquer des engins explosifs qui soient de plus en plus performants et violents. Et vous pouvez avoir comme ça toute une éducation tout à fait parallèle qui peut passer soit par une formation académique, soit par une formation tout à fait en autodidacte. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, les résultats concernant... j'espère. Je ne vois pas d'autres remarques, donc je pense que oui. Donc, les résultats que tu nous as présentés donc, sont très intéressants. On parle beaucoup de l'échec dans les MOOC, un échec qu'on peut contester. Vous vous êtes basé sur les apprenants actifs des MOOC. Comment vous avez sélectionné les personnes à étudier? Alors, en fait, alors, tout d'abord, je veux quand même redire un truc important, c'est que sur un plan strictement pédagogique, alors, on n'a pas mis en évidence ici, mais c'est un travail qu'on avait fait notamment avec Pierre-André Caron, au tout début des premiers MOOC à la création de FUN en France, hein, France Université Numérique. Je confirme que le MOOC, c'est quand même sur le plan pédagogique ce qu'on a inventé de pire, puisque c'est un des rares dispositifs qui est capable de perdre plus de la moitié de son effectif chaque semaine. Maintenant, il faut aussi être honnête, même si on n'a que 5% des personnes qui vont au bout d'un MOOC, dans certains cas, ça fait plus que le nombre d'étudiants qui se retrouvent sur certains campus universitaires à la fin du premier semestre. Donc, je veux dire, ce décrochage dans les études, c'est quelque chose qui existe aussi, aussi bien en réel que dans les MOOC. Mais dans les MOOC, ça va quand même beaucoup plus vite. Ensuite, comment on a sélectionné? En fait, on ne sélectionne pas vraiment. Nous, on propose des questionnaires et on étudie ceux qui répondent à nos questionnaires. C'est ce qui fait que parfois, on a pu avoir, avant que le MOOC commence, jusqu'à 15-20 000 personnes qui répondent. Et ensuite, sur certaines études, on s'est retrouvé au milieu du MOOC à avoir, on va dire, entre 4 et 6 000 personnes. Et à la fin du MOOC, quelquefois, il en restait 2 ou 3 000. Hein.
Ça, c'était dans les meilleurs moments, notamment du MOOC GDP, gestion de projet de l'École centrale de Lille, qui est un de ceux qui a un des meilleurs taux de complétion, puisqu'à la fin, il reste quand même encore pas mal de monde. Mais en fait, on ne sélectionne pas les gens qui répondent. C'est ceux qui veulent bien répondre. Par contre, on est en train d'entreprendre un autre travail, là maintenant, qui consiste justement à essayer d'étudier les traces d'activité, les traces d'apprentissage laissées sur la plateforme. Donc là, c'est une plateforme EDX. Et c'est l'objet d'une thèse actuellement en cours, une bourse de thèse financée, qui va permettre de croiser en fait les réponses au questionnaire avec les artefacts, les traces laissées par les apprenants, pour voir si finalement on peut anticiper sur éventuellement les aspects liés à la motivation et à l'expérience autotélique, au flow, juste à partir de l'analyse des traces, sans nécessairement être obligé de poser des questionnaires. Voilà. Mais pour l'instant, on en est vraiment au tout début de cette recherche. Alors, quelqu'un n'a pas compris comment vous mesurez le flow. Comment est obtenue la courbe rouge en fonction des âges du primaire au supérieur? Alors, en fait, on a utilisé le même questionnaire, que c'est l'échelle du flow, qui fonctionne relativement bien, même pour des élèves de primaire. Alors, on n'a pas pris les plus jeunes, vous avez vu, on est resté sur du cycle 3, on va dire plutôt du CM1, CM2, parce qu'il faut que les élèves soient lecteurs. Et en fait, on utilise systématiquement la même échelle, que ce soit pour des élèves d'école primaire, donc de fin d'école primaire, les élèves de collège, les élèves de lycée, et ensuite, c'est du questionnaire en ligne, avec cette échelle toujours, qui est posée pour les utilisateurs du MOOC. Donc, c'est l'échelle et du flow. Je ne sais pas s'il faut que je la raffiche, mais c'est peut-être pas la peine. Quoique, ça coûte pas cher. Je ne sais plus si je vais la réafficher vite fait. Donc, et du flow, et du flow, et du flow, c'est cette échelle-là. Hop. Desktop. Attendez. Diaporama. Voilà. Donc, c'est cette échelle-là, donc, qui est l'échelle que nous avons construite avec mes collègues et que Miral Csikszentmihalyi a cautionné, accepté d'être le dernier auteur, parce qu'en fait, il n'existe pas actuellement, c'est la première fois au niveau mondial qu'on est en mesure de mesurer le flow en contexte éducatif. Voilà. Avec un outil spécifique, et surtout un outil court. Parce qu'en fait, le gros avantage de cette échelle, c'est qu'elle est relativement courte, donc elle est facile à passer. Et donc, elle permet de mesurer le contrôle cognitif, l'immersion et l'altération de la perception du temps, l'absence de préoccupation à propos du soi et l'expérience autotélique. Et ensuite, en regroupant les 3 premières dimensions, on mesure l'absorption cognitive. Et en regroupant toutes les dimensions, c'est ce qui nous permet d'avoir donc une échelle, comment dire, tous les tableaux que j'ai pu montrer, en fait, sont liés à l'usage de cette échelle. Alors, comment peut-on concevoir des dispositifs pédagogiques qui véhiculent des compétences purement pratiques dans un MOOC et comment les évaluer surtout? Alors là, évaluer une compétence, alors que ce soit dans un MOOC ou dans n'importe quel dispositif, c'est de toute façon ce qui est le plus compliqué, puisqu'en fait, on arrive éventuellement à évaluer des connaissances, et encore, évaluer des compétences dans un MOOC, mis à part mettre les personnes en activité. Alors, c'est ce qui se passe, mais du coup, c'est à la fin du MOOC et pas quand il y a des milliers de personnes dedans. Dans le MOOC gestion de projet, il y a une dernière étape qui se fait, c'est ce qu'on appelle un parcours en équipe, où les personnes doivent construire un roadmap par rapport à un projet particulier. Et là, du coup, effectivement, on peut être amené à voir comment ils réinvestissent dans un projet concret les enseignements académiques du MOOC. Et là, on peut aborder éventuellement une forme de compétence. Mais si on voulait être honnête, c'est en situation de travail qu'on pourrait vérifier si les gens sont compétents. Ce n'est pas sur un exercice académique, c'est très compliqué. Et ça dépasse de toute façon la difficulté liée à un MOOC, ça, d'évaluer une compétence. Voilà. On ne le fait pas mieux, enfin, peut-être pire dans un MOOC que dans une formation classique, mais de toute façon, évaluer la compétence, ça reste quelque chose
forcément très, très compliqué, très complexe. Alors, vous avez évoqué les étudiants à haut potentiel. Pouvez-vous nous en dire plus sur leur consommation des MOOC? Alors, pour ces personnes-là, il est clair que dans la mesure où beaucoup d'entre eux s'ennuient terriblement dans les enseignements académiques, c'est une vraie opportunité de pouvoir faire leur parcours eux-mêmes en allant piocher directement parmi des ressources plus ou moins didactisées pour faire leur parcours d'apprentissage. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que comme effectivement, ils sont à plus haut potentiel que les autres, c'est aussi ces étudiants ou ces personnes, en tout cas, qui ont le maximum de connaissances antérieures et qui sont certainement les mieux armés pour éventuellement pouvoir chercher par eux-mêmes les éléments de contradiction ou de controverse, ce qui n'est absolument pas le cas de personnes qui, sur un plan peut-être psychique, sont moins équilibrées, des personnes qui, parce qu'elles ont des préoccupations personnelles liées à des contraintes de vie, par exemple, qui font qu'elles sont plus dans la survie à rechercher les ressources pour vivre au quotidien, sont plus préoccupées à propos d'elles-mêmes. Et donc, ces personnes-là ont moins de capacités psychiques disponibles pour des apprentissages profonds. Et on voit bien, alors je fais un raccourci qui est peut-être un peu trop rapide, mais la distinction qu'on peut faire entre des individus à haut potentiel qui vont garder un esprit critique, y compris quand ils vont être face à des informations qui sont trouvées, on dit dans un MOOC, mais ça pourrait être aussi sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, ceux qui ont eu le plus d'états de flow dans le MOOC, est-ce qu'ils ont compris plus de choses que s'ils étaient allés chercher dans d'autres endroits où les informations ne sont pas plus vraies que dans le MOOC? Ce n'est pas forcément certain. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que les personnes qui sont en état de difficulté personnelle et qui ont donc une inquiétude ou une angoisse qui peut d'ailleurs bloquer leur capacité cognitive, hein, voire leur jugement éthique, sont forcément beaucoup plus sensibles à des informations ou à des affirmations. Hein, vous voyez, je reviens sur l'idée du pic de stupidité, que des personnes à haut potentiel qui auront toujours une distance et un regard critique par rapport aux informations qui leur arrivent. Et donc, forcément, ces aspects-là font qu'un dispositif de formation, finalement, où il y a très peu d'enseignants ou de formateurs, est beaucoup plus adapté pour des personnes qui ont beaucoup de connaissances que pour des personnes qui n'en ont pas. Et celles qui ont très peu de connaissances ou très peu de connaissances antérieures, il y a beaucoup plus de risques, en fait, qu'elles comprennent de travers ou qu'elles comprennent mal les choses et du coup, qu'elles ne puissent pas réellement progresser par elles-mêmes sans un véritable accompagnement que ce soit par des pairs ou par des enseignants. Parce qu'en fait, on oublie une chose, dans un MOOC, les gens sont massivement tout seuls. Hein. Ils sont nombreux, mais ils sont massivement tout seuls. Donc, ce n'est pas des communautés d'apprentissage, hein, les MOOC. Le flow est-il une condition nécessaire à un apprentissage? J'ai bien noté, au vu des résultats, qu'il ne peut pas être la condition suffisante. Alors, ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas qui l'a posée, mais en tout cas, elle est excellente. Ce qui est sûr, c'est que le flow va avoir un effet sur la persistance. Et donc, forcément, persister à vouloir comprendre, c'est quelque chose qui, à un moment donné, va avoir une influence plus grande que celui qui ne veut pas comprendre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle va expliquer l'engagement. C'est-à-dire, si je suis au bord de la piscine et que je pense que je vais me noyer et que je ne vais pas dans l'eau, j'ai moins de chances d'apprendre à nager que si effectivement je rentre dans l'eau. Maintenant, on est bien d'accord qu'il ne suffit pas d'aller dans l'eau pour savoir nager. Donc, là, c'est pour le fait qu'on va s'engager. Le flow, lui, va expliquer pourquoi on persiste, pourquoi on continue à vouloir le faire. Et il y a une chose qu'on peut remarquer, parce que ça marche même pour des enfants, hein, même c'est par exemple si on se passionne pour un thème, je sais pas moi, la vie d'un animal particulier, on a des enfants même très très jeunes qui vont apprendre, qui vont avoir une connaissance, par exemple, je sais pas moi, de l'alimentation des dinosaures ou de la dentition des dinosaures, alors ce sont des enfants qui sont
qui n'ont même pas une dizaine d'années, et qui vont se passionner pour l'anatomie des dinosaures, pour l'évolution, etc. Quel que soit le thème, à partir du moment où on prend du plaisir, où on a le sentiment de progresser, c'est quelque chose qui va engendrer en fait une capacité à apprendre qui est plus grande. Alors, la grande difficulté, c'est que sans contradiction ou sans controverse, on a plus de risques de croire qu'on a compris. Mais ça n'altère pas la volonté de comprendre. Donc, pour reprendre autrement, le flow, c'est une motivation optimale à vouloir comprendre. Mais il ne suffit pas de vouloir comprendre pour avoir compris. Et entre comprendre, apprendre, se former, à chaque fois, on est sur des étapes qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas au même niveau. Alors, MOOC francophone est égal Fun Université, mais quid des MOOC anglophones comme FutureLearn? Alors, on a comment dire, sur le décrochage ou sur tous les travaux concernant la motivation, globalement, on trouve pratiquement les mêmes résultats, quels que soient les... Alors, je vais le reprendre autrement. Les MOOC sont révélateurs de cultures qui sont liées finalement aux cultures académiques des pays dans lesquels les gens vivent. Donc, il n'y a pas de décalage, si vous voulez, entre ce qu'on peut trouver chez des MOOC francophones par rapport à des francophones qui vont, par exemple, à l'université ou apprendre. Et on retrouve pratiquement le même lien au niveau des MOOC anglophones. Alors, ce qu'on a pu mettre en évidence, par contre, sur des MOOC francophones, c'est qu'il y avait des décalages en fonction des cultures, notamment, on peut penser à des étudiants d'Afrique subsaharienne qui sont allés sur les premiers MOOC francophones. On s'est aperçu que, alors qu'ils avaient beaucoup plus de mal, et ils le disaient, en même temps, ils ressentaient un flow bien plus important que les Occidentaux. Donc ça, c'était un truc assez amusant. Mais pour revenir sur les travaux sur les MOOC anglophones, les résultats, globalement, correspondent pratiquement à la même chose que ce qu'on a pu mettre en évidence dans les MOOC francophones. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le MOOC, au-delà de dire c'est un dispositif pédagogique, c'est surtout comment dire, le fait qu'il y ait énormément de sujets dans un MOOC fait que ça devient un terrain pour l'expérimentation qui est remarquablement intéressant. Et notamment pour étudier le décrochage, puisqu'en fait, on va pouvoir étudier le décrochage dans les études. En 4 semaines, on va avoir pratiquement l'effet qu'on aurait sur un cycle universitaire de 3 ans. Donc, ça nous permet de pouvoir renouveler les expériences pour notamment pouvoir mieux étudier, alors soit le décrochage, soit dans l'autre sens, la motivation à vouloir apprendre et comprendre. Donc, il faut le prendre. Moi, je ne le regarde pas comme un dispositif pédagogique parce que j'ai énoncé les faiblesses que ça pouvait avoir, notamment parce que cette illusion de croire que les gens peuvent apprendre finalement sans enseignant, ça, c'est quelque chose qui ne marche que pour ceux qui n'ont jamais eu besoin de l'école pour progresser. Mais la majorité d'entre nous, si on n'avait pas eu des enseignants ou des formateurs ou même une communauté pour nous aider à comprendre, on ne serait certainement pas très intelligent. Ou alors on serait encore avec des visions très naïves, voire bucoliques de ce que c'est que le monde, ou complètement terrorisantes. Donc, je dirais, les MOOC sont surtout intéressants pour pouvoir étudier le comportement humain sur des masses de population. Et ça nous permet notamment, en tant que scientifiques, de pouvoir vérifier finalement des théories qui, jusqu'ici, n'ont pas pu, sur le plan statistique, être réalisées ou vérifiées. Je dirais qu'on est pratiquement dans la même situation que les physiciens au moment de l'invention des premiers accélérateurs de particules. C'est-à-dire que on aurait du mal à imaginer peut-être la physique quantique s'il n'y avait pas eu les cyclotrons. Peut-être d'ici peu, on aura, que ce soit sur le comportement humain, des avancées au niveau conceptuel et scientifique qui seront au moins peut-être aussi révolutionnaires que quelque chose comme l'émergence de la physique quantique pour les physiciens.
simplement parce que maintenant, on se retrouve avec des quantités de données, alors que pendant très longtemps, la recherche en sciences humaines et sociales, la grande difficulté, c'était d'avoir des données pour construire des modèles théoriques. Là, maintenant, on est passé d'un phénomène où on avait du silence, c'est-à-dire pratiquement pas de données, à un phénomène où il y a un bruit phénoménal, parce qu'on se retrouve avec des quantités de données incroyables, hein, notamment tout ce qui va être lié au learning analytics et autres. On voit bien que si on n'a pas de cadre théorique suffisamment robuste, euh, on n'arrive pas à exploiter ou à expliquer finalement toutes les données maintenant qu'on est capable de collecter. Alors, pourquoi les personnes s'engagent dans un MOOC? Sont-ils à la recherche du flow? Alors, très honnêtement, les gens ne sont pas à la recherche du flow. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils recherchent quelque chose qui leur permettra de comprendre. Le flow, de toute façon, la première fois, ça leur tombe dessus par hasard, hein. Alors après, ils peuvent avoir envie de retourner parce qu'ils ont déjà ressenti le flow et c'est peut-être pour ça qu'ils ont trouvé l'expérience agréable. Même si à certains moments, les gens, on va dire trivialement, ils emballent parce que souvent, ils le font en plus. Pour tous ceux qui ne sont pas inscrits à l'université, ils le font en plus de leur vie personnelle, familiale ou professionnelle. Donc, ça demande une certaine exigence. Mais si les gens y reviennent régulièrement, c'est parce qu'effectivement, ils ont pris du plaisir à comprendre, ou ils ont le sentiment d'avoir compris davantage. Mais je ne pense pas que les gens aillent dans un MOOC pour chercher du flow. Le flow est une conséquence, en fait. Donc, les MOOC s'appuient sur l'apprentissage porte-manteau des connaissances. Est-ce exact? Je n'ai pas compris. Il faut le redire moins vite. Les MOOC s'appuient sur l'apprentissage porte-manteau des connaissances. Est-ce exact? Apprentissage porte-manteau? Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'apprentissage porte-manteau. Donc, j'aurais du mal à répondre. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, considérer que le MOOC, dans le meilleur des cas, c'est une superbe encyclopédie. Et donc, on peut trouver des informations ou des connaissances très précises, à condition de savoir pourquoi on y va. Maintenant, très honnêtement, faire croire au monde entier que le MOOC, c'est l'innovation pédagogique du siècle, c'est franchement se moquer des gens. D'accord? Puisque je reviens toujours sur cette idée. Combien d'entre nous ont été capables d'apprendre sans enseignant? Combien d'entre nous ont été capables d'apprendre sans formateur, sans tuteur, sans maître de stage, sans... Je veux dire, très peu de personnes sont vraiment capables d'être autodidactes. D'accord? Et j'entends, en même temps, les autodidactes sont des personnes qui ont un réseau social dense. Les meilleurs autodidactes, ils ne sont jamais vraiment complètement tout seuls. Ils ont des épisodes autodidactiques et ensuite, ils rejoignent comment dire, des pairs ou des experts pour pouvoir approfondir. Donc cette illusion de quelqu'un qui serait tout seul, uniquement avec des mots, qui est chez lui et qui va apprendre toute la connaissance du monde, on n'y croit pas 2 secondes. Ça arrive pour quelques individus, mais c'est certainement pas quelque chose qui peut remplacer finalement, comment dire, un vrai dispositif de formation. Par contre, ça peut être un complément utile. L'effet porte-manteau, ce serait qu'on s'appuie sur des connaissances pour appliquer de nouvelles connaissances et favoriser l'apprentissage profond. Alors moi, je ne le dirais pas forcément comme ça, mais je vois mieux de quoi il s'agit. Mais de toute façon, il est clair que l'apprentissage se fait toujours sur la base de connaissances antérieures. Donc, c'est toujours quelque chose qui vient, je dirais, sur cette base-là. La grande difficulté, notamment dans un MOOC, c'est que par rapport à, je dirais, une situation classique de formation, on va dire en classe, où quand il y a un écart entre ce que je croyais et ce qu'on veut me faire apprendre, on pourrait appeler bêtement le conflit socio-cognitif, si j'ai personne pour l'exprimer, bah, ça veut dire qu'en fait, je vais m'en aller en disant ce qu'ils disent là-dedans, c'est n'importe quoi. Le fait qu'un étudiant ne puisse pas quitter une salle de classe où à chaque fois qu'un enseignant va lui dire quelque chose qui est trop éloigné de ses anciennes croyances ou de ses croyances antérieures, c'est aussi ce qui fait progresser les individus. Si on renvoie l'individu en le laissant seul face au désarroi de se dire tout ce que je croyais, en fait, alors
soit ça n'a pas de valeur, soit c'était pas vrai. Il faut être sérieusement armé psychologiquement pour supporter ce choc-là sans avoir l'étayage d'autres personnes qui sont en proximité. C'est pour ça que l'idée du porte-manteau, pourquoi pas? Mais on voit bien que du coup, c'est un approfondissement. Maintenant, est-ce qu'on passe de, je sais pas moi, de la toge ou à la parka, ou est-ce qu'on est capable de prendre la robe de bure? Ça, je ne sais pas si ça tient avec le porte-manteau. Donc, parmi les conditions nécessaires pour déclencher l'état de flow, laquelle ou lesquelles seraient les plus accessibles pour la plupart des apprenants, notamment ceux qui se trouvent dans une situation d'apprentissage à distance, tout seul, entre guillemets? En fait, alors là, pour le coup, je vais le refaire à l'appui d'une diapo. Alors, je vais le refaire à l'appui d'une diapo, parce que je ne suis pas revenu beaucoup là-dessus. Alors, donc, je fais ça. Non, il n'est pas d'accord. En fait, attendez. Voilà, bah non, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, j'ai oublié de faire un chapitre ici, pardon. Excusez-moi. Je reviens sur les 7 niveaux, les 9 niveaux, pardon, l'état de flow. Je vais essayer de partager. Alors, je pense que là, on ne le voit pas encore. Alors, reviens avec moi, Zoom. Partager l'écran. Partager l'écran. Ça ne marche pas? Alors là, pour l'instant, on voit ton fond d'écran. Alors, comment là? Là, c'est bon. Alors, en fait, là, pour le coup, favoriser l'état de flow, quelque part, ben, c'est d'abord de proposer des activités qui correspondent au premier niveau, c'est-à-dire qui présentent cet équilibre entre le défi et l'habileté. Et c'est toute la difficulté, parce que autant c'est possible d'ajuster les consignes en fonction des compétences des individus quand on connaît leurs compétences, autant prévoir des parcours auto-adaptatifs qui automatiquement vont ajuster cet équilibre entre le défi proposé ou les exigences de la tâche, hein, et les compétences. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand on ne connaît pas les individus clairement et quand on ne connaît pas non plus leurs connaissances et leurs compétences réelles. Ensuite, alors le niveau 2, concentration sur la tâche, mis à part garantir le calme, ça, les gens sont chez eux. Par contre, la cible claire, c'est sur les consignes, ça aussi. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont bien comprendre ce qu'on leur demande? Et pratiquement, ce qui est presque impossible à faire actuellement avec les outils technologiques, c'est la quatrième étape, qui est le fait d'avoir des rétroactions, des feedbacks clairs et précis quand l'apprenant est en train de réaliser son parcours. Et vous voyez, en fait, ces éléments-là, par exemple, si on regarde hein, très bêtement l'étape 1, l'étape 3 et l'étape 4, pour l'instant, il y a très peu de machines qui sont capables de le faire toutes seules. Et donc, en tout cas, ce n'est pas un MOOC gratuit qui pourra prétendre pouvoir le faire. Donc, la seule astuce sur laquelle, effectivement, on avait planché un moment, et notamment avec Pierre-André Cardon, hein, c'était en fait d'essayer de prévoir des dispositifs où ce sont les pairs qui jouent ce rôle d'ajustement. Hein, où on aurait en fait eu 2 MOOC en parallèle, un qui est centré sur la tâche d'apprentissage et les enseignements académiques, et un autre MOOC à côté qui est comment transformer quelqu'un qui est venu pour apprendre en pédagogue. En lui donnant des tâches à faire, progressives, qui lui permettent d'obtenir en fait un peu comme dans un jeu de rôle, hein. C'est-à-dire, j'obtiens des badges, j'obtiens des capacités, j'obtiens des compétences particulières. Et pour pouvoir progresser dans le MOOC académique, il faut que je progresse dans mes capacités de tutorat et d'accompagnement. Et au fur et à mesure, je repasse de l'un à l'autre. Et pour terminer le MOOC, bah, finalement, je dois devenir progressivement un super pédagogue qui aide les autres à progresser, comme on l'a dans la plupart que ce soit des jeux de plateau ou les guildes, etc., quoi. Parce qu'un enseignant qui conçoit son MOOC et qui est quasiment tout seul, jamais il pourra faire ces adaptations. Et en tout cas, le système informatique actuel ne sont pas en mesure de le faire. Alors, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une dernière question? Pourquoi pas? Parce qu'il est bientôt l'heure. Quid des apprentissages et décrochages sur les MOOC pendant le confinement?
Bien, là, j'ai pas assez de recul pour dire. Faudra qu'on se repenche dessus, effectivement, pour faire des comparaisons. Alors, la difficulté, hein, c'est que sur un plan strictement statistique, comme on n'a jamais les mêmes effectifs d'un MOOC à l'autre, il faut pouvoir trouver une pondération. Mais non, c'est intéressant, tiens. Je n'avais pas pensé, je ne me suis pas posé la question. C'est une étude à faire, effectivement. Est-ce que le fait que les gens étaient davantage chez eux fait qu'ils avaient plus de temps pour aller au bout d'un MOOC? Est-ce que du coup, ils ont plus consommé de MOOC qu'avant? J'avoue que c'est une question en tout cas tout à fait pertinente, mais j'ai pas de réponse. Une prochaine fois peut-être. Voilà. Bien, écoutez, merci à vous tous. Pour les personnes qui n'ont pas pu poser les questions, ou si vous revoyez cette conférence et que vous avez des nouvelles questions qui arrivent, n'hésitez pas d'aller sur le site internet digilab.eu. Vous avez un formulaire de contact, vous nous envoyez votre question et on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Je tiens à vous remercier pour votre participation, ainsi que Jean Heut pour sa présentation d'aujourd'hui. Donc, toute cette visioconférence a été enregistrée et elle sera bientôt disponible. Donc, merci à vous. Je vous souhaite tous une excellente après-midi, une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.